Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le principe, un sujet qui me tient à cœur avec une personne qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un j'aime, ça m'aide toujours. Sachez que cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify. Aujourd'hui, on reçoit Martial que j'ai rencontré, pour être transparent, dans un kebab il y a quelques semaines. Et je sais pas, on a discuté un petit peu, on a partagé un peu nos vies. Notamment, tu fais du stand-up. Donc, Ouais, c'est ça. Donc voilà, et puis on a décidé de faire cet épisode parce que tu as une vie qui est visiblement assez particulière avec beaucoup d'étapes. Donc je te laisse te présenter. Rapidement, en fait, j'habite en Espagne. J'alterne 6 semaines où je suis à la maison en Espagne et 6 semaines où je suis en France. Et je travaille sur toute la France où je fais 2 jours par ville. Je suis itinérant sur toute la France. Et je suis assez fréquemment à Troyes également. Ok. Je vais faire un petit résumé de ta vie. On va faire étape par étape par Ouais, si rapport tu à ce que veux. tu m'as expliqué. Alors que tu n'avais que 2 ans, tu t'es retrouvé seul avec ta maman. Et il y a eu une forme de descente un peu sociale de ce que tu m'as expliqué. Ouais, je dirais une situation un peu classique pour plein de gens. C'est juste un divorce et puis, tu te retrouves, sans ton père. Ouais, ouais, c'est ça. Financièrement, ça a été difficile aussi. Ta maman avait l'impression de porter tout sur ses épaules. Financièrement, tu passes de 2 salaires dans une maison, enfin dans un appart à Reims où tu te retrouves, dans un appart, à la ZUP d'Épernay ou avec un seul salaire et forcément, ouais, une vie compliquée financièrement. Ouais, je vois. Comment t'as eu l'impression que ta mère a subi ça? Enfin, comment elle a vécu Comment elle a vécu, le divorce, tu veux dire? Et puis le fait de se retrouver seule, de se retrouver dans une ZUP, comme tu dis. Ouais, je sais pas si ma mère, ça l'a affectée tant que ça. J'ai une mère qui est plutôt une guerrière, je dirais et en fait, la situation lui convenait plus et elle a décidé de changer et elle se retrouve dans une situation où effectivement, financièrement, c'est compliqué mais enfin, moi, je trouve même pas que ce soit, extrêmement grave en soi. Hem, L'argent, en fait, enfin, je peux te le dire, de différentes façons. On a tout eu, hein. On n'avait pas l'argent, mais on a eu tout le reste et heu et en fait, aujourd'hui, on focalise un petit peu sur l'argent, mais je te cite Marley là-dessus. C'est qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils possèdent que de l'argent. Alors moi, j'ai pas eu l'argent, mais j'ai eu tout le reste. Ouais, Tu vois? De l'amour, enfin voilà et ouais, je sais pas s'il faut enfin, je sais pas si dans la vie, faut qu'on focalise sur l'argent, mais il y a plein d'autres choses et voilà, en fait, on a vécu sans argent effectivement, mais ça a créé d'autres valeurs, Hmm, d'autres choses. ok. Un peu plus tard, on passe dans ton adolescence. Tu m'as parlé de tes 13 ans où tu as été vendre des journaux Ouais, pour t'acheter une 50 RCX, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais, forcément, en fait, d'un milieu social modeste, comme on dit, moi, j'ai une passion pour le 2 roues, hein, dès le départ et puis, je vais dire à ma mère, «Maman, je veux un scoot, je veux une moto, une mobilette, ce que tu veux» et elle me dit: «Ben, tu vois, moi, je suis un petit peu occupé à remplir, le frigo donc pour pouvoir obtenir ça, à 13 ans, je vais distribuer des journaux le matin avant d'aller à l'école». Je sais pas si tu connais à l'époque, ça s'appelait enfin, c'est toujours d'ailleurs, l'Union et le mercredi, je distribuais, l'équivalent du paru vendu ensuite, qui à l'époque était le Canal 51. Mais du coup, tu devais être un des seuls gamins de ton âge à travailler à cet âge-là, enfin, et du coup avoir deux jobs. Ouais, enfin, je travaillais pas beaucoup à l'école, hein, crois-moi. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on y vient, tu m'as parlé que tu as été viré de 3 collèges. Ouais, c'est ça. Ouais. Raconte-nous un peu. Heu, Encore une fois, tu vois, moi, j'ai une mère qui a donné beaucoup d'amour, mais qui représente aucune autorité, tu vois? Elle a aucune autorité su enfin, elle a jamais eu d'autorité, sur le gamin que j'étais et même sur mes frères et sœurs. Ce qui fait que, quand tu grandis dans un quartier et qu'elle te dit, «Bah, allez, il est l'heure d'aller à l'école», tu dis: «Ah, c'est bon, laisse-moi tranquille», tu vois? Un peu à Pascal le grand frère. Et du coup, ouais, j'ai fait un peu le bordel à l'école et puis voilà, je sais pas en fait, hein, ça me faisait rire, je faisais le pitre, voilà, j'étais le rigolo de l'école et je voyais pas trop l'intérêt de ce qui m'était enseigné de toute façon. Il n'y avait pas trop de conflits du coup avec ta mère à l'adolescence, c'était plutôt Non, tu vivais ta vie et elle te laissait vivre ta vie. non, ma mère, c'était la femme de ma vie, hein, tu vois? Et j'ai jamais été en dispute avec elle. J'ai pas été, dans le manque de respect ni quoi que ce soit, mais pas d'autorité, quoi, pas d'autorité. Et tu parles de ce moment-là quand enfin, au collège
où tu commences à avoir des mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que Ouais. tu appelles mauvaise fréquentation et comment ça se concrétise? Bah, forcément, tu grandis dans un quartier, donc ce qui fait tourner les quartiers, c'est les stupes, les vols et du coup, les gamins, que tu croises, en bas de l'immeuble, c'est que des gamins qui ont pas d'ailleurs de cadre éducatif. C'est des gamins qui, encore une fois, on met la possession comme la chose la plus importante parce que c'est des gamins qui sont revanchards. Parce que j'habite à Épernay et le contraste, il est violent. C'est que Il y a des très riches et des très pauvres. il y a des gens qui sont blindés, fils de vignerons, et qui n'auront jamais rien à faire comme effort de leur vie pour pouvoir toucher le pactole. Et puis à côté de ça, tu as des gamins qui sont dans une misère sociale, économique, affective, enfin voilà, tout. Et donc forcément, parmi mes copains copains de quartier, moi je faisais le con à l'école et du coup ça me renvoyait à des gens qui, eux, gagnaient leur vie sur des trucs pas terribles, tu vois? J'ai un copain, d'enfance, qui est décédé en prison, enfin tu vois? Qui a fait Qui est des décédé en prison. ouais, ouais, c'était un gamin invraisemblable, enfin famille de fous, genre, il avait pas le droit de rentrer chez lui s'il ramenait rien. Tu vois? S'ils volaient rien, Il si. fallait qu'il ramène quelque chose à la maison pour pouvoir avoir le droit de rentrer, tu vois? Ah oui, ça te pousse pas Et vers le haut, ça. et forcément ce gamin-là, enfin, ça a été un très bon ami à moi où j'étais très souvent avec, mais puis il a multiplié les allers-retours en prison, enfin voilà, ça Ça t'a influencé, toi, dans le mauvais côté de ces fréquentations? bah, forcément j'ai fait des conneries avec eux, Du genre? du genre, voler des autoradios, du genre des trucs comme ça, Péter quoi. les fenêtres, enfin des trucs comme ça, ouais. Ouais, voler des vêtements sur les balcons, enfin tu vois? Des trucs, Ouais, tu de vois? gamins, de gamins de quartier, Ouais, de j'imagine. gamins mais qui peuvent vite mal tourner. Ouais, puis prendre de l'ampleur. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as ressenti à un moment donné où tes fréquentations t'ont fait switcher un petit peu et t'es passé un petit peu, pas du côté obscur, mais t'es passé un peu plus du côté délinquance? Non, ouais, j'ai fait des conneries, bien sûr, j'ai fait des conneries, mais très vite, il y a quelque chose qui m'a rattrapé. Ce truc qui m'a rattrapé, en fait, c'est la moto. J'ai toujours eu envie de faire de la moto depuis tout le temps et que, bah, je sais pas, en fait, te dire que, ouais, enfin, ça passera pas par là, en fait. Tu pourras pas passer par là et je me suis éloigné petit à petit de ces T'avais gens. conscience que c'était pas le chemin à emprunter pour s'en sortir, Je quoi. sais vraiment pas si j'avais conscience de ça parce que à côté de ça, j'avais un pote d'enfance aussi. Son père travaillait dans une société de pompes funèbres et le dimanche, on allait nettoyer des tombes. Tu vois, on allait nettoyer des tombes, parce que en fait, le planning était complètement blindé dans son entreprise et qu'il y avait des clients qui avaient trop d'attentes donc on nettoyait des tombes et on gagnait vachement bien notre vie en fait et en étant entre guillemets honnête, bon, parce que c'était du black quand même, mais je gagnais bien ma vie en fait. Ouais. Oui, mais c'était du travail, du Ouais, moins. c'était du travail, C'était ouais. du travail, c'était pas du deal ou des trucs comme ça, Non, non, voilà. non. La seule personne que tu dupais, c'était l'État, quoi, à l'époque. Ouais, bon, j'étais pas là-dedans, de toute façon, dans le deal, tout ça, c'est pas mon truc. Ouais. Bon, on parlait de la moto. Ouais. Qu'est-ce qui te passionnait et pourquoi tu voulais. Qu'est-ce que ça représentait pour toi la moto au final? À 13-14 ans. Alors, je sais pas vraiment parce que, au-delà que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu faire de la moto. Et même ma mère, elle pourrait en parler, elle te dirait que j'étais tout minot, que je voyais une moto, je voulais m'arrêter, aller voir la moto, et voilà. Voilà, et puis bah, je découvre ce qu'est le 50 cm3, parce qu'en vrai, dans ma famille, personne ne fait de moto, quoi, tu vois. Ok. Et je découvre le 50 cm3 et j'y découvre, je sais pas, je pense une forme de liberté également, Ouais. tu vois. Ouais, bah oui, pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, Ouais, quoi. et au-delà de ça, il y a des sensations que je trouve tu pourrais retrouver dans le ski, dans le snow, De vitesse et de glisse, ouais, de trajectoire, de vent, ouais, tout. Tu te sens vivant, quoi. C'est ça. Ok. Ok. On va partir un peu plus loin Ouais. sur le moment où tu as rencontré un certain monsieur Ténédor, si Ah j'écorche ouais, pas c'est ça, c'est Monsieur Ténédor. son nom de famille, un gérant d'un groupe Mercedes à Reims qui t'offre la possibilité de rentrer dans une école d'automobile à 16 ans, c'est ça? Ouais, alors, moi, je suis pas allé en troisième. En troisième, je suis sorti tous les soirs. J'ai fait la fête, machin. Et arrive 16 ans où, tu sais, tu dois choisir un cursus scolaire, hein, sur ce que tu vas faire comme métier. Sans être allé en troisième. Ouais, en fait, j'y étais en troisième, mais j'y allais pas. Ouais. Tu vois, je sortais tous les soirs, j'y allais pour faire le bordel. Je suis même pas allé au brevet, quoi, tu vois. Donc, Ok. voilà. Et puis donc 16 ans, je savais que j'allais faire un apprentissage et je cherchais une entreprise d'accueil.
Et j'ai un contact qui me dit, je connais Monsieur Ténédor, Jean-Pierre Ténédor, qui lui est c'était à Épernay, c'était pas à Reims. Ok. Jean-Pierre Ténédor, voilà. Et en fait, j'ai un contact et j'ai un entretien avec ce monsieur. Pour moi, c'est un mec très très particulier. C'est un gars qui avait, je dirais, une quinzaine, vingtaine de concessions automobiles, tu vois. Ouais. Donc, quand tu as 15-20 concessions automobiles, et notamment des Mercedes, il y avait des concessions poids lourds, voilà, des vignes, des trucs, enfin bref. C'est un entrepreneur qui a réussi, quoi. J'ai envie de te dire, t'en as rien à foutre du petit gars que j'étais qui, à 16 ans, n'est pas allé à l'école. Ouais. Et ce gars-là, il me donne ma chance et j'intègre en fait un apprentissage chez Mercedes à Épernay. Et il me donne d'autant plus ma chance qu'il me fait faire l'école Mercedes France à Paris, qui certainement a dû lui coûter une blinde. Et voilà, et en fait je suis reconnaissant à lui et aussi à mes maîtres d'apprentissage de l'époque qui m'ont enseigné la rigueur de ce qu'était un client, de ce qu'était le travail, les horaires, enfin tout quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand il t'a donné ta chance? Enfin, j'imagine que dans ton cerveau d'un gamin, un petit branleur qui séchait les cours, etc., d'un seul coup, tu rencontres quelqu'un qui dit bah tiens, je vais te payer ton école, tu vas monter à Paris. Enfin, c'est quand même un truc incroyable à 16 ans, non? Ouais, c'est incroyable. Et d'autant plus que je pense que la marque a eu un impact sur le rapport que j'ai eu à cette opportunité. Oui, c'était une Je belle pense que marque. tu m'aurais dit, t'as une chance chez Renault. Je sais pas si ça aurait eu le même impact psychologique. Ouais, Là, c'était j'ai une chance chez Merco, tu vois. ouais. Et par conséquent, j'avais un devoir de réussir et aussi de satisfaire la chance que ce mec m'avait donnée. Ouais, c'est sûr. Enfin, c'est Ouais, incroyable comme ouais. chance. Et du coup, ça t'a appris ton maître d'apprentissage. T'as appris le métier, mais est-ce qu'il t'a appris d'autres valeurs en plus du métier, ouais. Carrément, hein, ouais. De toute façon, j'ai envie de te dire, j'avais 2 maîtres d'apprentissage qui sont Santos et Mohamed, et qui sont des mecs qui étaient d'une rigueur dingue dans le travail, de valeurs familiales, comment dire, de solidarité au sein de l'équipe. Des vraies valeurs humaines, quoi. Ouais, genre, tu fais une connerie sur une bagnole, ce qui est des choses qui arrivent, quoi, tu vois. Les mecs, ils viennent t'aider, te trouver une solution. Enfin, voilà, on était sur un vrai travail d'équipe et, ouais, exceptionnel. Ok, intéressant. Ouais. Et après ça, 4 ans plus tard, tu pars vivre en Martinique. Alors, Pourquoi? vivre, pas tout à fait. C'est dispute, désaccord avec mon chef. Ok. En gros, j'ai une blessure au travail. Ouais, je me blesse, bref. Et on avait une prime tous les mois qui était donnée si on n'avait pas manqué, Ok. tu vois. Mais malgré ma blessure, où je pouvais avoir un arrêt de 10 jours, je refuse parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et donc j'ai manqué une demi-journée juste pour aller à l'ophtalmo et j'avais l'œil qui coulait pour te dire. Et mon chef, quand arrive le jour de paye, il me dit, je lui dis, mais vous m'avez pas donné ma prime. Il me dit, bah ouais, normal, t'as pas été là. Et du coup, je l'ai pris comme une attaque frontale. Personnel, ouais. Je lui dis, mais écoute, si c'est dans tes valeurs, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, hein, mais je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Donc, je démissionne. Et ça, c'était le matin. Et je lui dis, je démissionne. Et donc, j'avais rien d'autre. Et j'ai un collègue qui revenait de formation chez Mercedes à Paris et qui me dit, il cherche quelqu'un chez Mercedes en Martinique. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Ils m'ont dit, on vous envoie les billets d'avion. On vous envoie les billets d'avion. Donc ça, c'est en une journée, ça se passe. Et le soir, je rentre à la maison, je dis à ma mère, j'ai démissionné et j'ai retrouvé du travail. Elle me dit, c'est cool. Je dis, ouais, je pars en Martinique. Et donc, ouais, voilà. Donc, Tu es parti combien de temps? Ouais, je suis parti, je dis pas de bêtises, je crois un mois ou un mois et demi, un truc comme ça, faire la période d'essai. Et puis, en fin de compte, ça me convenait pas. Ok. Le travail en lui-même ou plutôt l'environnement? Alors, beaucoup de choses. L'île, elle est trop petite pour moi. T'as vite fait le tour, ouais. Ouais, j'ai besoin d'espace. Moi, j'ai vraiment besoin d'espace. Là, c'était un peu petit pour moi. 2, j'avais 20 ans. J'étais blanc. J'avais 15 blacks plus vieux que moi sous ma responsabilité. Et ouais, ça me convenait pas. Ouais. Mais tu te sentais pas à ta place, quoi. Ouais, et puis la rigueur que j'avais trouvée chez Mercedes en France, là, il y était plus. Hein. Ouais, en Là, Martinique, c'est crois-moi. beaucoup plus cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Ouais. Ils sont réputés pour avoir connu des personnes qui ont vécu en Martinique, pour être vraiment tranquilles et surtout dans le sens où les soucis sont pas si graves. Ouais, moi, c'était plutôt la rigueur dans le travail qui me posait problème. Ok. Tu vois. C'est, Oui, tu venais le client doit venir la chercher tel jour, elle est pas prête. Ouais, ben non.
Ouais. Non, non, là, tu vois, on y va. Ouais, ça me convenait pas et c'était vraiment aux antipodes de ce que je venais de connaître pendant 5 ans chez Mercedes ici, quoi. Ouais, c'est normal, ouais. Puis tu continues, tu vas te mettre à la moto, tu continues un petit peu, tu fais le fou, tu fais sur la route, tu m'expliques un petit peu que tu fais des roues, enfin des courses-poursuites. Alors, ouais, en fait, c'est que la suite, hein, c'est que je vais travailler chez Mercedes à Paris, parce que quand je suis en Martinique, j'envoie des CV, et je vais travailler chez Mercedes à Viry-Châtillon, plus exactement. Ok. Et là, je rencontre un client qui, lui, est l'inventeur du stunt à mes yeux. C'est le premier qui faisait des roues arrière, tu sais, aux 500 miles de Daytona. Il s'appelle Richard Almette. Et ce monsieur, il ouvre une concession. Et dans nos relations, en fait, on parle bien. Et je vais intégrer cette entreprise qui s'appelle à l'époque Almette Motorpole. Et c'est une concession moto. Un petit peu particulière, cette concession, parce que quand tu as un patron qui fait ce qu'il faisait, je veux dire, voilà, que c'est un showman, on a du personnel qui est plutôt orienté sur la moto, mais sur la moto, je fais des roues arrière, je fais l'abruti. Et bah voilà, ça correspondait bien au personnage que j'étais, donc ouais, je vais faire pas mal de conneries sur la route, ouais. Ouais, et t'es plutôt, tu quittes ton job en une journée, tu pars à l'étranger, t'es plutôt quelqu'un d'impulsif. Tu vas pas, il t'aime bien vivre avec du danger un peu dans ta vie. Dans une Ouais, routine, tu te bah, sens mal. carrément, en fait, que forcément, j'aime le risque d'une manière générale, mais tu vois, quelquefois, les gens me disent ouais, c'est courageux ce que tu as fait. Et moi, je trouve même pas. Tu vois, ce que je trouve courageux, c'est mes grands-parents qui ont bossé 45 ans dans une même entreprise avec un chef qu'ils détestaient, mais je suis incapable de faire ça. Ouais. Tu vois. Je trouve pas ça courageux que de faire que ce que tu as envie. Si ce n'est, je trouve qu'il faut avoir une certaine confiance en soi parce que moi, je sais que je vais réussir. Tu vois. Ouais. Il n'y a pas de raison, dès lors où tu y mets de l'énergie, que tu as l'envie, que tu y mets l'énergie, Tu donnes les moyens, ouais. pour quelle raison tu réussirais pas, tu vois. Je veux Ouais. dire, c'est comme toi aujourd'hui, ton projet de cette chaîne. Moi, je vois l'énergie que tu mets, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Bah, merci, c'est ce que je me souhaite. Bah ouais, bah oui, c'est Ouais. sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. À partir du moment où tu décides d'aller dans un projet et que tu sais où tu vas, que tu vois loin et que tu te donnes les moyens, il n'y a pas de raison. Tu vois, souvent, moi, il y a des gens qui m'ont dit t'as de la chance. Pour tout ce que j'ai fait d'ailleurs dans la vie, hein, t'as de la chance. Et je vois deux types de personnes. Il y a des gens qui ont des projets et des gens qui se mettent en projet. Ouais. Et se mettre en projet, c'est dès lors où tu as un projet, C'est de passer à que tu l'action. sois honnête avec toi. Ouais. Tu vois, j'ai envie de le faire. Ok, rentre, mets quelque chose en place. Tu ouvres ton ordinateur, tu mets une action en place. Ouais. Et une fois que tu as fait ce premier pas, c'est difficile de faire demi-tour. Ouais. Donc il faut juste Bah oui. se mettre en projet. Et le plus difficile, c'est le premier pas. C'est Ouais. de commencer à faire un truc. Tu vois, moi, justement, sur cette chaîne, le premier truc, c'était de commencer à filmer et de publier la première vidéo parce que après, une fois que l'engrenage il est fait, c'est parti. Mais le plus difficile, c'est franchement, c'est le premier pas. Une fois que tu es dedans, c'est comme tous les projets, je pense. Mais le Moi, tout, c'est d'oser. J'ai un problème aussi avec le manque d'honnêteté et surtout le manque d'honnêteté envers moi. Si je me dis j'ai envie et que j'ai rien fait, je me dis mais c'est pas possible quoi. Tu Ouais. vois, enfin non. Tu peux pas te regarder dans un miroir Bah, tranquillement. Quoi. je me dis à long terme, en fait, que vaut ta parole, quoi. T'as envie, ok. Mais dans ton canapé, il va rien se passer. Hein. Je suis d'accord avec Mais toi. je veux dire, Ouais, je suis d'accord avec toi. et puis n'attends pas que les gens viennent te chercher. Tu vois. Moi, j'ai grandi dans un quartier, je te l'ai dit. Aujourd'hui, ça m'insupporte quasiment le discours de jeunes de quartier que j'ai pu avoir d'ailleurs. Le j'ai pas de chance. Mec, arrête de me dire que t'as pas de chance. Mais bien sûr. Crois pas qu'on va venir te chercher en bas de ton immeuble alors que t'es en train de fumer des joints pour te dire allez viens, on t'offre un job. Mais non, ça existe pas. La chance, Ça. elle se provoque. Mon gars, aujourd'hui, non, bouge-toi les fesses et on y va quoi. Ouais, pour rester poli, ouais. Ouais, non mais sérieusement, Ouais. enfin limite ça m'agresse, ça m'agace et je rencontre des gens qui ont ce discours, mais c'est pas vrai. Alors bien entendu, moi j'ai eu de la chance quand même. Ceci dit, j'ai eu de la chance parce que j'étais entouré, que les gens ont cru en moi, parce que j'ai reçu de l'amour, mais à côté Mais de ça, tu l'as provoqué indirectement, ta chance. bien sûr. Mais ceci dit, la famille dans laquelle tu nais a quand même un impact. Évidemment. Tu sais, l'amour qu'on te donne et la confiance qu'on va t'attribuer, c'est quelque chose qui va te porter ensuite. Ouais. Il y a quand même des gamins, je vois que c'est quand même compliqué pour eux, tu vois. Et c'est bien que tu relèves ce point-là, parce qu'il y en a beaucoup, quand tu parles de famille dans laquelle tu nais, ils pensent à argent, milieu social, avant de parler de l'amour. Ah bah non, Mais c'est les idées reçues, alors qu'au final, l'amour, ça a presque plus d'importance que l'argent, dans le sens où, et t'en es la preuve, c'est que quand on te donne assez d'amour et qu'on te donne assez de confiance en toi à travers l'amour, ah oui. bah, tu te dis que tu es capable de tout faire, quoi. Et c'est le regard que les êtres qui t'ont mis au monde
qui te donnent sur toi te permettent de te développer, quoi. Mais l'amour, moi, j'avais même pas que sur l'amour de mes parents. C'est l'amour. Alors, c'est Marley, encore une fois, qui dit ça. Qui dit combat le diable avec ce que l'on appelle l'amour. Je le dis souvent, tu peux tout obtenir avec de l'amour. En étant bienveillant. Tu vois, avec un sourire, avec un merci, mais tu t'obtiens des trucs de malade mental, tu vois. Ouais. Et en fait... c'est pas en gueulant que tu résous une dispute. Je sais pas si tu connais Idriss Aberkan. Si. Tu connais Idriss Aberkan. Et une de ses citations que j'aime beaucoup d'Idriss, c'est le matériel se divise et l'immatériel se multiplie. Tu vois, si on a des choses, là, de la bouffe par exemple, tu vas diviser cette bouffe entre nous deux. Mais en revanche, la bonne humeur, la mauvaise humeur, la connaissance, l'amour, ça c'est des choses qui vont avoir tendance à se multiplier et ça a des effets de fou. Et là, je parle de la confiance en moi, mais je pourrais te parler de mon état de santé, tu vois. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, moi je vais jamais chez le médecin, c'est pas d'une grande utilité, même si je suis malade des petits trucs, mais je crois vraiment que l'amour que t'envoies et que tu reçois, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est un médoc de ouf. Ouais. Bon, ça fait un peu philosophe là, l'histoire. Non, mais c'est intéressant et c'est beau, ouais, c'est bien. On va repartir sur ta vie, mais pour autant c'est très intéressant. Puis en 2002, t'as un accident de moto qui te met dans le coma. Tu te souviens de ton premier... Déjà, tu nous raconteras ton accident et ce qui t'a amené à faire cet accident. De ton premier réveil après l'accident. Et est-ce que ça a changé, ça a eu un déclic pour toi? Il était 4h du matin. Ah non, t'es même pas à 4h du matin, qu'est-ce que je te raconte, moi? Tu couperas ça. Je suis en roue arrière et puis je me suis retourné. Enfin bref, accident qui devait arriver avec une moto du magasin que j'étais censé roder. 70 km au compteur. Et je me réveille à l'hôpital. Et voilà, il y a ma femme qui est à mes côtés et elle me dit tu ne seras pas sorti pour l'anniversaire de Baptiste. Et Baptiste, c'est mon fils. Et là, gros bug de mémoire, quoi. Et je vois l'émotion, hein, de toute façon, je vois l'émotion de ma femme. Notre voisin était gendarme, elle me dit, c'est lui qui a fait tes recherches, mais le gars, quand il est venu, je lui dis, c'est vous qui m'avez renversé. Tu vois, je ne me souvenais pas de lui, donc une perte de mémoire qui était assez conséquente. T'es resté combien de temps dans le coma? Pas longtemps, moi. À chaque fois que je fais des comas, c'est 6 heures. À chaque fois, c'est ça. J'en ai fait plusieurs, mais à chaque fois, c'est 6 heures. Et en fait, prise de conscience qu'il y a un moment, il va falloir changer quelque chose parce que tu as joué avec le feu, tu t'es brûlé, et la prochaine fois, tu pourras te faire vraiment très mal. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu peux, oui. Ouais. Et donc, l'idée je sais pas si je poursuis un petit peu, mais à la suite de cet accident, je me dis, ça serait bien, c'est que tu fasses profiter les gens de toutes les conneries que tu as pu faire sur la route, parce que j'en ai fait un max de conneries. Et tous les jours, moi, je roulais à 300 sur la route, tu vois, tous les jours. Ouais. Et comme personne. Ouais, et puis monde, quoi. Au point où même j'avais fait une lettre à l'époque, putain, vraiment, j'ai fait une lettre à Guesso pour lui dire que c'était pas dangereux la vitesse, que je l'invitais à monter derrière moi, tu vois. Et donc, bref, à la suite de cet accident, je me dis, je vais faire une formation pour devenir enseignant de la conduite. Et je vais faire enseignant de la conduite pour faire profiter les gens de toutes les conneries que j'ai pu faire. C'est une forme de rédemption, une forme pour te réparer, pour réparer... Faire profiter les gens de des trucs mal que tu as fait, j'ai envie de te dire, et que tu t'en sors bien. Et puis je vais arrêter la moto sur la route. J'arrête la moto sur la route ce jour-là. Et peu de temps après, je n'ai pas le temps, tu rencontres Christophe Guyot, pilote de moto, qui te donne un coup de pouce pour faire de la moto de piste. Alors Christophe Guyot, c'est quelqu'un que je connaissais déjà dans le cadre de mon travail, parce que c'est moi qui lui commandais ses pièces. À l'époque, il était privé, il était dans le GMT 94, que tu connais peut-être. Je sais pas. J'ai entendu parler. Ok, donc il était privé. Et puis, je lui commandais ses pièces et systématiquement, en fait, j'avais des pièces d'avance pour lui et il avait une forme de reconnaissance me concernant parce que j'assurais là-dessus. Un jour, il était au Nürburgring, il avait besoin d'une pièce, c'est moi qui lui emmène, enfin voilà. Et il gagne la course d'ailleurs. Et donc, il a connaissance de mon accident et Christophe, je vais chez lui un jour et il me dit, voilà, toutes ces pièces, elles sont là pour toi. J'ai prévenu France Équipement, j'ai prévenu Air Max, j'ai prévenu Carbone Lorraine, et il me dit en fait qu'il m'a trouvé des sponsors et que maintenant il n'y a plus qu'à ce que je crée mon team et que j'aille faire de l'endurance. Wow. Et je vais commencer le circuit
Je vais créer mon team avec un gars qui faisait partie du GMT 94 aussi, qui s'appelle Guillaume de Rouen. Ton coéquipier? Alors, ça va être la base, hein, c'est lui. Et c'est celui qui avait designé la moto du GMT à l'époque. Et Guillaume, en fait, juste après ça, va intégrer la garde républicaine moto. Ok. Et du coup, il pourra pas rouler avec moi parce que la garde va lui prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, il va venir faire quand même 2-3 piges avec moi où il va venir rouler. Et puis, Guillaume est décédé sur un accident de la route sur la Francilienne à Paris lors d'un transport de prisonniers. Ouais, accident de la route, un peu con, quoi. Ouais, je sais pas si tu te souviens, défilé du 14 juillet, il y a un motard qui tombe devant le président. Ça me dit rien. Non, comme ça te ça. dit rien. Non. Un mec de la garde qui tombe. Et en fait, c'est le mec qui remplaçait Guillaume. Guillaume qui est décédé quelques jours avant. Et le gars qui tombe, il a des larmes plein les yeux en remplaçant Guillaume, forcément. Et en fait, il y a eu un acharnement d'ailleurs sur Internet sur lui, en se Oui, parce moquant qu'il de lui. connaissait pas son histoire, quoi. Bah ouais, le mec à ce moment-là, c'est dur, quoi, tu vois. Ouais. 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 Voilà. Et du coup, en fait, mon remplaçant va être mon équipier pendant toute ma carrière moto. Et tu me dis de lui que qu'il devient comme un frère. Ah bah ouais, c'est l'homme de ma vie. Ouais, c'est c'est ça. Marc, ouais. Ouais, personnage très atypique, Marc. Comment ça se fait qu'il devient l'homme de ta vie? J'ai un collègue de travail je lui dis putain, Guillaume, il pourra pas faire les courses. Il me dit bah si tu veux, je te présente mon frère qui lui se met à la moto. Et donc on se rencontre et j'ai un personnage très très atypique, très atypique. Alors là, on est sur une autre planète. Tu Ah vois. ouais? Ouais. Perché? Je sais pas perché. En fait, je reconnais des choses. J'aimerais avoir certaines de ses qualités que j'ai pas. Je pense notamment à se foutre totalement du regard des autres. Ça me parle, ça. Tu vois, elle a une Ouais. capacité de fou à se foutre totalement de ton regard. C'est un mec qui... Une confiance en soi plus. Ouais, oui, là, ouais. Et il gagne extrêmement bien sa vie. Et c'est le mec, tu le croises, il est en C15 avec 2 tongs gauche et, Ouais, mais il a pas besoin un de- survêt pot de pêche. Voilà, et puis une vision du monde qui est complètement différente de tout ce que tu peux connaître, hein. Je veux dire, ouais, c'est... Un mec intéressant. Ah ouais, c'est un personnage. Est-ce que cette relation t'a appris... qu'est-ce qu'elle t'a appris au sens large, sur l'amour au sens large, le lien humain? Alors, par exemple, dans les particularités de Marc, ce que je retrouve d'ailleurs dans ma famille également, c'est qu'il ne comprend pas que tu ne donnes pas un coup de main à quelqu'un. Ok. Et pour lui, c'est invraisemblable que tu puisses donner un coup de main et que tu le rendes pas. Donc nous qui étions dans l'endurance, tu vois, l'endurance c'est extrêmement dur. Et donc tout le monde a toujours besoin de coups de main pour de la mécanique, pour machin. Donc on a donné des coups de main à tout le monde. Ouais. Mais la particularité de ce mec aussi, c'est qu'il comprend pas que tu rendes pas un coup de main dont il a besoin. Tu vois, mais il peut paraître sans gêne, tu vois, dans le box à côté, il y a des gens qu'on connaît pas, ils ont un micro-ondes, il va au micro-ondes, il met sa pizza dedans, quoi, tu vois. Et les gens disent, ouais, tu fais quoi? Il dit, ouais, j'ai besoin, tu vois. Et du coup, socialement, il est pas toujours accepté, mais c'est un vrai gentil. Il a pas les codes sociaux. Non, il a pas les codes sociaux, et ouais, c'est le mec le plus intelligent que je connaisse. Ouais. Ouais. Ça m'étonne pas de ce que tu me décris Ouais, de c'est un ce mec gars-là. d'une intelligence, ouais, rare. Je pense que il y a les gens très intelligents n'ont pas forcément tous les codes sociaux Ah bah parce lui, qu'ils comprennent pas comment lui, ça il comprend fonctionne. pas, lui. Ouais. Tu vois, ça paraît tellement simple, tu vois. Ouais. T'as besoin, je prends, tu vois, c'est... Pourquoi? Non. Ouais, je comprends. Peu de temps après, tu pars faire une course mythique Ouais. sur. Alors, c'est longtemps après, quand même. Ouais, c'est longtemps après. Ouais. Sur une fameuse île, l'île de Man, c'est ça? C'est ça, l'île de Man. Et qu'est-ce qui te pousse à aller là-bas? Parce que c'est une des courses les plus dangereuses au monde. Ouais. Ouais, je dis ouais. Ouais, que dire Parce que tu connais les risques quand tu y vas, et Ouais, c'est bien quand même sûr. un truc incroyable. Ouais. Bah, pour te dire, encore une fois, c'est par honnêteté avec moi-même. Je suis en train de discuter avec des potes et je dis j'aimerais faire cette course. Mais au moment où j'ai dit j'aimerais, moment où j'ai dit j'aimerais faire cette course, bah, je suis dans l'obligation de mettre quelque chose en place pour. Et donc je vais envoyer un mail. Excuse-moi. Ça va. Je vais envoyer un mail et dire bah, quel est le process pour pouvoir accéder. Et donc là, il me donne une liste de choses que tu dois monter patte blanche, quoi, tu vois, pour pouvoir y aller. Et me voilà partir faire l'île de Man, quoi. Voilà. Ça va être une expérience incroyable, non?
Ça t'a appris quoi? L'humilité, déjà pour commencer, bah ouais, parce que ça peut faire 15-20 ans que tu fais de la course moto. Euh, Tu fais de la course moto dans un cadre, dans un contexte qui est le tien, tu vois. Nous, on fait des courses depuis 20 ans sur un tracé qui fait 4 kilomètres. Ouais. Donc tu vas... alors, les Tu gens vont connais le peut-être pas parcours. comprendre. Non, mais tu vas faire des réglages de ta moto qui sont sur 400 Qui sont mètres, adaptés. ouais, sur 4 kilomètres de billard. 4 kilomètres de billard. Donc ta moto, il n'y a pas de grosse variation de besoin de réglage. Ouais. Et j'arrive sur ce lieu où euh, déjà en fait, ben, tu es dans un milieu urbain, tu vois. Ouais. Avec les murs, avec les maisons, avec un abri de bus, avec un giratoire, enfin tu vois, avec tout. Et, euh, et donc là, bah, tu sais que tu n'as pas trop le droit à l'erreur parce que la probabilité de te faire mal est un peu plus grande. Ouais. Et on te dit, ben, tout ce que tu as appris jusque-là, bah, tu jettes tout à la poubelle. Et puis bah, tu vas régler ta moto comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Fabrice Miguet, je ne sais pas si tu connais Fabrice Miguet, qui était un pilote français et qui est décédé aussi d'ailleurs, qui est décédé sur le GP Ulster. Et qui lui me dit ah Martial, ta moto ça va pas du tout, tu devrais faire ça. Et voilà, c'est comme ça que je débute. Mais avant ça même, j'avais été invité par une fondation qui s'appelle la fondation Elwood. Bon, la fondation Elwood pour Mike Elwood, en fait, un pilote des années folles, qui me reçoivent sur l'île de Man pour me montrer quels sont les repères. Tu vois, tu as 60 km de route que tu dois apprendre par cœur. Donc je vais apprendre ces 60 km, me prendre des notes, regarder des vidéos. Et tous les soirs, je me fais une récitation de mes repères. Et tous les soirs, je regarde une vidéo après pour vérifier si elle correspond aux repères que j'ai mémorisés. Parce que pour les personnes qui connaissent pas cette course, c'est une course qui se passe sur une île. On est C'est sur, ça. une route ordinaire. Ça fait 60 km le tracé. Et elle est réputée pour avoir des vitesses folles dessus. Ouais, mais... Et du coup, pas de protection, comme tu le disais. Enfin, c'est juste pour... Je te coupe, mais c'est Ouais, important de remettre dans le contexte. bah, C'est une course de malade. alors de malade, je sais pas, mais en fait, ce qui caractérise les courses moto d'une manière générale sur circuit, c'est que il y a des zones de dégagement. Tu es sur un circuit, tu chutes, ce qui arrive très fréquemment. Tu as un bac à gravier, tu as t'as des airfains, donc tout est prêt pour que tu sois protégé. Ouais, le La plus protégé particularité, possible. la particularité de cette course, c'est qu'il n'y a pas de dégagement parce que tu es sur la route. Et autre particularité qui fait qu'elle est extrêmement difficile, c'est que le tour du circuit fait 60 km. Alors ça paraît rien, 60 km quand tu es au quotidien dans ta bagnole, mais à mémoriser par cœur que là il y a un trou, que là il y a de l'adhérence, là il n'y en a pas, que à cette heure-ci le soleil est rasant et tu as moins de visibilité et ainsi de suite, ça nécessite beaucoup de travail. Ouais, Et, euh, et par conséquent, ouais, tu peux pas jouer, faut que tu le fasses sérieusement. trop intéressant. Trop intéressant. Du coup, on s'est un peu égaré du sujet, mais je vais repartir dessus. À la suite de tout ça, tu as créé 2 auto-écoles. Tu passes un diplôme pour devenir moniteur de auto-école, une licence en sciences de l'éducation, si je ne me trompe pas, et un diplôme universitaire sur l'addictologie. Ouais. Tout ça un peu en parallèle, un peu en même temps, plus ou moins. Ben, en fait, j'ai fait mon diplôme pour devenir enseignant de la conduite, Ouais. hein, que je t'ai dit. Et puis, je rencontre une personne extraordinaire hein, qui est l'auto-école d'accueil, qui est Isabelle, qui est extraordinaire, qui va me donner la passion de ce qu'elle fait et de l'enseignement. Mhm. Voilà. Et je m'étais dit, en plusieurs choses, en fait, c'était à Châlons-en-Champagne, ça. Et je savais que je voulais créer mon entreprise. Et je voulais aussi ne pas la concurrencer parce qu'elle a été extraordinaire avec moi. Elle m'a donné vraiment un coup de main. Tu vois, moi, j'étais entouré de gens qui m'ont donné des coups de main de ouf. Et puis mes enfants étant petits, j'ai conscience que quand tu grandis dans un quartier ou dans une ville où il n'y a pas grand-chose à faire, c'est facile qu'on te retrouve à aller fumer des joints en bas d'un immeuble, tu vois. Et l'idée, c'est je veux un endroit où mes enfants pourront grandir, mais ils auraient une multitude d'activités à faire. Ok. C'est ce qui fait que je décide d'aller à Annecy. Le rapport à la nature que mes enfants Ouais, auront un eu. beau cadre. Ils ont fait de la voile, ils ont fait des randonnées, ils ont fait du ski, ils ont fait. Enfin, voilà, il y a tellement de choses à Connecté à la faire. nature. Ouais, et puis à l'activité et pas être en train de fumer des joints en bas de chez toi, quoi. Tu vois, Ouais. on est sur autre chose. Et alors, c'est peut-être pas forcément bien hein, d'ailleurs, mais je trouve qu'il y a une sélection sociale qui se fait aussi par le prix de l'immobilier, par le prix de la vie. Annecy, oui. Ouais, bien sûr. Donc forcément,
Je trouve que ça donne aussi un niveau de culture, de connaissance qu'ils auraient pas forcément eu en restant à Épernay. Oui, bah, c'est évident. Ouais. C'est évident. Tu ouvres aussi un centre de formation qui est reconnu le meilleur en Rhône-Alpes, pardon, sur plusieurs années. Alors, une fois que j'ai l'auto-école, je me suis dit, ça me suffit pas. En fait, j'aimerais monter un petit peu. Et je vais faire une licence en sciences d'éducation à Aix. Non, c'est même pas Aix, c'est à Lambesc, à côté d'Aix-les-Bains. Non, à côté d'Aix-en-Provence, pardon. Ok. À côté d'Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Et je vais faire cette licence qui me permettra d'accéder à un diplôme qui s'appelle le BAFM, brevet d'aptitude à la formation des moniteurs. Alors, c'est un diplôme qui est un petit peu particulier parce que compliqué d'obtenir, il y a beaucoup d'échecs. C'est un peu le Graal dans notre profession et ça me permettra d'ouvrir un centre de formation des enseignants que je vais ouvrir. Et effectivement, sur les années en fait, où on aura le centre de formation à Annecy, c'est nous qui aurons les meilleurs résultats, les meilleurs taux de réussite sur la région de Rhône-Alpes. Et en fait, je suis assez fier de ça parce que Oui. autant que les autres centres de formation faisaient des sélections à l'entrée, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas tout le monde, j'imagine pour leurs résultats, j'en sais rien, et que nous, pas du tout. Et en fait, j'avais bien conscience d'ailleurs quand j'ai eu ce diplôme. Tu vois, c'est un peu comme le permis, je trouve. J'ai eu ce diplôme et je me suis dit, Martial, tu sais pas travailler. Le diplôme, en fait, fait pas le métier. Ah bah non. Et du coup, j'ai fait appel à une femme qui s'appelle Yvette, qui encore une fois m'a donné un coup de main sur une année complète. Elle est restée avec moi pour m'apprendre la rigueur dans le métier, pour tout ça, et qui va me mettre sur les rails, enfin. Ok. Mettre sur les rails, et ce qui fait que voilà, après ça roule, quoi. Puis en 2016, tu plaques tout, tu changes de vie Ouais. et tu pars en Espagne. Ouais, bah en fait, plein de choses, encore une fois, c'est que... C'est une fuite? C'est une renaissance? Ou tu fais quelque chose? Bah déjà, j'ai atteint le max de ce que je pouvais atteindre dans cette profession à l'époque. Je suis au max. Et puis, la dureté de ce qu'est un chef d'entreprise en France, Ouais. tu vois. Je tapais des 60 heures par semaine, bossais comme un dingue, pour gagner pas énormément. Mais la vie n'a plus forcément de sens au bout d'un moment. Ben, et c'est surtout que, enfin, ce qui me touche vraiment, mais que je peux péter un plomb, c'est que moi, mes salariés, c'était pas forcément des salariés à mes yeux, c'était des gens, des amis, des gens de confiance. Et j'avais vraiment cette relation, si t'as besoin de quelque chose, je suis là, machin. Et puis un jour, j'apprends qu'il y en a un qui m'a fait un coup dans le dos, puis un deuxième, puis un troisième, c'est tout ça dans une semaine, quoi. Je suis rentré à la maison, je dis, je vais en tuer un, c'est pas possible. Et en fait, je décide de tout plaquer. Ouais. Je réunis tous mes salariés. Alors, je suis désolé pour ce que je vais dire, mais je réunis tous mes salariés. Et je leur dis, je voulais vous dire de tous bien aller vous faire enculer. Ouais, je vois, un ras-le-bol total, t'as été Basta, déçu. et je me casse. Mais un peu, tu vois, à la Lionel Jospin, quand il dit c'est fini la politique pour moi, si vous représentez l'extrême droite comme vous voulez être là, je crois que j'ai plus rien à faire avec vous. C'est exactement ce qui s'est passé, j'ai plus rien à faire avec vous. Ouais. Et je suis parti. Il y avait une fuite. Ah, Fuite, ouais. allez, je me casse. Mais je Ouais. parlais pas un mot d'espagnol. Hein. Ouais, bah justement, quand t'es arrivé là-bas, tu parlais pas un mot espagnol. Ouais. Comment t'as fait le premier jour où t'es arrivé là-bas? En fait, je suis parti avec un fourgon. Ma femme et mes enfants sont restés en France. Ok. Pour gérer la vente, pour gérer tout ça, quoi, tu vois, le déménagement. J'avais même pas de maison, j'avais rien, je savais même pas où j'allais. Et on avait juste fait des croix sur une liste de tous les pays du monde. En fait, j'avais imprimé 4 listes de tous les pays du monde. J'en ai donné une à ma fille, une à mon fils, une à ma femme. J'ai dit, faites des croix, puis on réunit. Et ce qui est sorti, c'était l'Espagne. Voilà, pourquoi ? Parce que niveau budget, ça nous le permettait, c'était pas trop loin. Et puis que au niveau de la langue, en fait, on pouvait s'y retrouver. Donc je pars en Espagne. Je parle pas un mot d'espagnol, mais rien. Je veux dire, si je sais dire te quiero et buenos días. Tu vois. Et puis, et je vais de ville en ville à la recherche d'une entreprise qui serait à vendre. Et puis, Tu avais vendu ton entreprise? C'était en cours. Ma Ok. femme gérait la vente, ouais. Et moi, je voulais racheter une entreprise. Et puis, je me retrouve, du coup, j'ai fait toute l'Espagne. Et je me retrouve à Alicante. Je rentre dans une agence immobilière. Il y a une Française qui me parle. Et elle me dit, je connais un avocat voilà, qui est top. Elle me présente cet avocat. Et en fait, une relation plutôt sympa avec cet avocat qui va me trouver un business.
Je trouve une école pour les enfants, je trouve une maison, et ça y est, c'est parti. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et t'as kiffé ce moment-là, j'imagine. Ouais, c'était sympa, bah voilà quoi, tu vois. Maintenant, culturellement, mes enfants, ils sont bilingues, enfin, tu vois, ils ont une Ouais. vision autre, quoi. Et je me dis, quelle richesse ils ont obtenue Ils grâce à doivent être ça. énormément ouverts d'esprit, ouais. Ouais, franchement, ça va, je suis assez fier de. Et plus récemment, tu décides de te lancer dans du stand-up du jour au lendemain. Tu montes sur scène la première fois sans prévenir personne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire en secret? Ah, en fait, je bosse avec une collègue de travail qui, pendant 3 ans, peut-être, ouais, si 2-3 ans, elle me dit, dans ta façon de bosser, on dirait que tu devrais faire du stand-up. Mais elle me le dit, tu vois, comme ça passe là, voilà. Et ça reste là. J'y porte pas plus attention que ça. Et puis, j'avais écrit un sketch, comme ça, j'avais écrit sur un bout de papier, et puis j'ai un collègue de travail qui me dit, ouais, c'est quoi? Je lui dis, c'est un sketch que j'ai écrit. Et on arrive à la fin de notre activité pro de 2 jours, hein, à la fin des 2 jours, et il dit au stagiaire, bah voilà, on a terminé, il nous reste un quart d'heure, et il y a la possibilité que Martial fasse un sketch si vous voulez. Et il m'avait pas dit quoi, tu vois. Et je lui dis, c'est sérieux? Et donc je fais ce sketch, il va le filmer. Et en fait, cette vidéo, je vais l'envoyer ici aux 3 fois plus à Cécile en fait de la Vague, Ouais. Cécile de la Vague, qui me dit bah tu viendras, t'es ok, t'es pris, tu viens le 19 juin, voilà. Et C'était en quelle année ça? c'était l'année dernière, 19 juin de l'année dernière, En ça 2024, va faire un an, ouais, 19 juin 2024. Et puis en fait, j'ai le syndrome. Ouais, le syndrome de l'usurpateur un peu, tu vois. Je me De sens l'imposteur, ouais. illégime, Ouais. tu vois. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Ouais. Est-ce que c'est ma place réellement? Et du coup, je peux pas dire aux gens, je vais faire ça. Surtout que je crains un truc, moi, c'est qu'ils me fassent des remarques, ouais, pourquoi tu veux faire ça, tu vois. Ouais. Je préfère les mettre devant le fait accompli. Donc Ouais. je dis à ma famille, à ma belle famille de venir. Et ils viennent le 19 juin. Je leur avais juste donné un lieu de rendez-vous. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et ils me voient monter sur scène. Trop bien. Voilà. Ça devait être trop bien pour eux. Ouais, en tout cas, c'était un bon moment. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, le stress de ouf par contre. Non, Pour toi, non, non j'ai pas stressé. Non, ça allait. Ah ouais. Ouais, j'étais à l'aise. Bah tant mieux parce que. Ouais, ouais. Ouais. Bon, on va arriver bientôt sur la fin de cette interview. J'ai une question que je pose à tout le monde. Si tu avais un conseil que tu donnerais à une personne qui a un rêve, qu'est-ce que ça serait? Quelqu'un, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Il n'y en a pas 36, non? C'est fonce. Ouais. Fais ce que tu as envie. Je vais te le dire, ouais, peut-être différemment. C'est on se fait vraiment, vraiment chier la plupart du temps avec des contraintes de dingue. Et ouais, faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Enfin, dans la limite du raisonnable, bien Ouais. entendu, tu vois. Mais ouais, qu'est-ce que c'est bon en fait d'être soi et de faire ce qu'on a envie. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me paraît être. Non, mais c'est Ouais. très bien. Très bien. Voilà. Bah, parfait. Bah, en tout cas, merci de t'être prêté à ce jeu, à cet exercice. C'est super sympa, très intéressant de découvrir ta vie, de ton parcours. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, pas grand-chose, si ce n'est peut-être tu pourrais mettre un lien peut-être sur où nous suivre sur les réseaux. Ouais, Tu sur les sais réseaux, que bien sûr. aujourd'hui, dans le stand-up, c'est pas forcément simple, c'est d'obtenir des entrées dans les comedy clubs pour nous, Ouais, et que souvent ils vont regarder nos réseaux et moi je suis nul dans les réseaux, je Ouais. te le dis, hein, je suis vraiment nul. Et forcément, en fonction du nombre de followers, ils vont dire on prend pas parce qu'ils savent que ça va remplir leur bien scène sûr, ou pas. ça ramène du monde d'avoir des Mais gens. ouais, et je suis très content parce que voilà, ouais, c'est cool, ça nous fait progresser. Donc ils peuvent suivre sur les réseaux s'ils le veulent. Super. Et ben, je mettrai Et ton d'ailleurs- Insta sur. Et d'ailleurs, sans te faire concurrence, mais on va créer une chaîne. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. On va créer une chaîne qui va être un canard, le canard du rire, où on va aller interviewer les gens qui sont dans l'humour et les lieux qui accueillent du spectacle pour les présenter. Trop bien. Ouais. Ah, intéressant. Ouais, Voilà. faire un petit journal C'est ça. vidéo de tout ça. Ouais. Bah parfait. Bah Merci à toi. merci à toi. Merci à tous. Continuez à regarder les vidéos, à mettre des commentaires, à mettre des likes et puis à partager. Ça fait très plaisir et à bientôt.